Et c'est parti pour Planète Marché avec 3 experts en plateau. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre Baradez. Bonsoir. À côté de vous, Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs chez Dorval Asset Management. Bonsoir. Gustavo Orenstein. Et à ma gauche, Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried Galland. Alors on va commencer peut-être avec vous, Gustavo Orenstein. Comment ne pas commencer par le sujet du moment, la Fed, le changement de ton de la Fed et puis presque le défilé finalement des gouverneurs de la Fed qui étayent chacun leur position. On a eu les faucons directement vendredi, James Bullard, puis ensuite le président de la Fed de Dallas. Il y a eu John Williams à New York ou encore le président de la Fed d'Atlanta aujourd'hui, donc à New York hier soir et Fed d'Atlanta aujourd'hui. Plus prudents, notamment le président de la Fed d'Atlanta qui met l'accent sur l'emploi et sur les 7,5 millions d'emplois manquants aux États-Unis. Un discours qui rappelle presque celui de Jérôme Powell hier soir, mais cette fois-ci devant la Chambre des représentants, qui lui a en substance dit l'inflation n'est pas le seul indicateur. Alors qu'est-ce qu'on peut se penser finalement de cette digestion ? Il y a eu la grande annonce et puis là en fait on essaye de comprendre, de digérer, de trouver une tendance. Absolument, il y a une longue digestion des investisseurs et puis même j'ai l'impression que l'ensemble des membres du FOMC, alors certains ne sont pas votants parmi ceux qui ont parlé, mais disons, bien sûr. Il y a une tentative soit de clarifier, soit au contraire de rendre la confusion encore plus importante. Je ne sais pas très bien quel est leur but précisément, mais non, ce qui se passe quand même sur ce qu'on a appris, c'est qu'il y a effectivement, on ouvre une nouvelle phase, c'est assez clair. Phase d'ailleurs que sur les marchés financiers, on avait déjà commencé. C'était déjà le fameux trade de réflation, c'était déjà commencé à s'étioler depuis déjà un certain temps. Donc, on va dire, c'est pas la Fed en elle-même ne fait que sanctionner quelque chose qui avait déjà commencé. En revanche, il y a eu des interrogations sur quel était le message de la Fed sur l'inflation et sur sa crainte de l'inflation, profondément. Sur le rapport à l'inflation. Sur son rapport à l'inflation. Et est-ce que du coup, elle n'avait pas annoncé quelque part qu'entre ces deux cibles, le plein emploi et l'inflation, elle commençait à hésiter un tout petit peu ou à se déplacer un tout petit peu. Donc je pense quand même qu'ils ont, en moyenne, plutôt clarifié le fait que l'emploi reste quand même la cible la plus importante et que la question de l'inflation, est un problème si on est vraiment au plein emploi. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser et à s'occuper de la question de y a-t-il trop d'inflation lorsque déjà le marché du travail est vraiment très fort. Or, la définition de ce que c'est un marché du travail fort pour la Fed aujourd'hui, en tout cas tel que Jérôme Powell l'a expliqué et d'autres gouverneurs, c'est vraiment un vrai plein emploi. Donc des taux de chômage très bas, un taux d'emploi qui remonte, en plus un marché du travail qui soit inclusif. Donc voilà, qui concerne toutes les tranches finalement de la population, que ce soit les emplois très qualifiés, les emplois peu qualifiés. Peu qualifiés, mais même ils ont même précisé les différentes ethnies. Ils ont dit que ce soit pour les Afro-Américains, les Hispaniques. Il faut savoir que les statistiques du travail sont très, très, très précises aux États-Unis. Elles distinguent vraiment toutes les catégories possibles. Et donc c'est vraiment très inclusif dans tous les sens du terme. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. Et donc ça rassure quand même sur le fait qu'il n'y a pas de changement imminent de la politique monétaire elle-même. Alexandre Baradez, du coup, même constat de votre côté sur le fait que l'annonce finalement de la Fed faisait pencher entre guillemets sur une idée que l'inflation était l'indicateur principal et qu'il fallait ensuite expliquer que non, la Fed regarde également d'autres indicateurs. Oui, c'est clair que le curseur c'est l'emploi, très clairement. Et on peut même résumer la situation de la manière suivante. C'est jusqu'où finalement la Fed est prête à laisser filer sa politique monétaire pour ramener encore 7 millions et demi d'Américains à l'emploi, sachant que 7 millions par rapport à une population active hors population agricole qui était de 153 millions avant la crise. Donc finalement, c'est beaucoup comme ça, mais par rapport à la population active hors emploi agricole, c'est une portion qui a quand même largement diminué par rapport au choc initial. On était tombé de 153 à 132 millions, je crois, sur la partie destruction d'emploi. Donc on a quand même récupéré une bonne partie. Et on sent que la notion de performance de marché aussi ou de prise de risque dans le marché, même si la Fed se défend que ça fasse partie de son mandat, des questions de stabilité financière ou autre, on sent quand même qu'elle cherche à laisser filer au maximum sa politique pour favoriser l'économie du mieux possible et ramener tout ce monde à l'emploi, mais sans que ça crée non plus de distorsion massive et voire d'inégalités au sein de la population. On sait que cette question des inégalités, c'est quelque chose qu'elle avait soulevé d'ailleurs à plusieurs reprises. Bien sûr, c'est également, ça fait partie du discours récurrent. Alors on écoutait plus ce qui concernait l'inflation puisque c'était sur le devant de la scène, mais effectivement, ça fait partie du discours récurrent. Oui. C'est partie du discours récurrent et du coup, on sent quand même que la Fed a voulu faire passer un message. C'est vrai que quand on regardait un petit peu les enquêtes,
l'enquête Bank of America, par exemple, qui est publiée chaque semaine, chez les asset managers, notamment aux États-Unis, il semblait que le message n'allait pas être délivré avant août ou septembre. C'est ça, on attendait Jackson Hole fin août, effectivement, et on se dit c'est à ce moment-là qu'il y aura des annonces. Et finalement, ça intervient un peu avant. C'est quoi? C'est une préparation de ce qu'on dira fin août? Oui, c'est ça, mais il fallait que ça arrive. C'est-à-dire que c'est notre scénario de base. Nous, on avait suffisamment d'éléments pour dire, par rapport à l'inflation, à l'emploi et aux indicateurs, même Jolts, par exemple, les emplois vacants ou autres, que ce marché de l'emploi n'était pas aussi dégradé que les chiffres du rapport sur l'emploi pouvaient le laisser penser. Et d'autres composantes, des enquêtes notamment NFIB ou autres, montraient des difficultés de recrutement dans plusieurs secteurs. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on met l'accent sur l'emploi, mais un des problèmes aux États-Unis, c'est qu'en fait, il y a des offres d'emploi, mais il y a des difficultés pour recruter derrière. C'est ça, et donc finalement, la situation n'est pas si longue que ça, une situation où il fallait commencer à envoyer un message. C'est ce qu'ils ont fait, et je trouve que le plus représentatif de ça, effectivement, c'est pas un membre votant, mais c'est James Bullard, qui est une colombe. Il est connu pour ça, et les médias, il y a certains membres de la Fed qui ont plus l'oreille des médias que d'autres, donc plus l'oreille des marchés que d'autres. Ils sont nombreux, hein, mais James Bullard en fait partie, Mester de la Fed en fait partie aussi, Bostic aussi, qu'on a entendu aujourd'hui. Voilà, tous n'ont pas la même aura, on va dire, auprès des marchés et des médias, mais quand vous entendez une vraie colombe qui tient le discours de James Bullard en fin de semaine dernière, là vous dites, nous on est prêt à relever les taux dès 2022. Voilà, et puis sur plein de choses, l'économie est plus dynamique, la reprise est plus rapide qu'avancée, plus vite que ce qu'on peut anticiper, l'inflation est plus avancée, et d'autres membres aussi nous font comprendre que les prix, que l'inflation élevée, effectivement, pour eux, est toujours temporaire, mais ils ont du mal à mettre une durée sur ce temporaire. Aujourd'hui, un qui a été plus précis disait qu'on pensait que c'était 2-3 mois de grosses poussées avant que ça retombe. Et Bostic, je crois, a dit ça aujourd'hui, que finalement, on serait plutôt à 6 mois, 9 mois d'inflation élevée avant que ça retombe. Donc on sent que ce pic d'inflation, il commence à être un petit peu repoussé. Et du coup, on sent qu'effectivement, on ne peut pas attendre trop longtemps non plus pour commencer à délivrer un message, certes prudent, mais de commencer à ralentir la d'actifs dans les mois qui viennent. On va en parler de l'inflation juste avant, Wilfried Galland. Sur cette question d'exercice de communication de la Fed finalement, parce que si on reprend ce que nous disait Alexandre Baradez, c'est que finalement, en fait, c'est pas tellement le fait que la Fed commence à poser les jalons d'un changement de ton qui a dérangé les marchés, mais plus le fait que on s'attendait à ce que dans le rapport de force, James Bullard ne tienne pas ce discours-là, et c'est là en fait où il y a eu une petite surprise. Oui, alors d'autant plus que effectivement, même si James Bullard n'est pas membre votant, il le sera l'année prochaine. Donc il va faire partie de ceux qui vont décider en 2022. Bien sûr. Et quand il s'exprime sur la politique monétaire en 2022, il va être membre votant en 2022. Donc effectivement, il y avait de la part de James Bullard une nette volonté d'avoir un ton affirmé sur le fait que effectivement il y avait un sujet. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que effectivement, on a cette interrogation sur la communication, mais quand on regarde ce que fait la Fed en termes d'évolution de la masse monétaire aux États-Unis, ça fait déjà plusieurs semaines que la croissance de la masse monétaire aux États-Unis, elle est déjà en train de diminuer. Donc, en fait, le début du tapering réel, pas en termes d'actifs dans le bilan, mais en termes de masse monétaire au sein de l'économie américaine, il a déjà commencé. Et donc, la question, c'est comment est-ce que la communication de la Fed va rattraper ce qu'on commence à voir dans les chiffres. Et on les sent très embêtés, parce qu'à partir du moment où la communication rattrape, ça veut dire que c'est non seulement une espèce de dérive un peu inéluctable, compte tenu du fait que les marchés se disent c'est logique, l'économie va très bien, mais il va y avoir une impulsion supplémentaire. Surtout que la Fed aujourd'hui ne parle pas de tapering, elle parle juste d'augmenter les taux, c'est la seule chose qu'elle a dit. Alors la Fed, en tout cas Jérôme Powell n'en a pas parlé, après d'autres gouverneurs commencent à l'envisager. Plus précisément, lorsque Jérôme Powell est interrogé, on ne le sent pas très à l'aise sur la question, mais il dit on est en train de discuter de la discussion. Oui. Et lorsque les gouverneurs de banque centrale du FOMC s'expriment, clairement, je pense que, je ne sais plus si c'est Bostic ou Bullard qui l'a dit, mais clairement, il a dit la dernière réunion du FOMC était la réunion pour commencer les discussions autour du tapering. Donc clairement, là, la mécanique de tapering est enclenchée. Mais une fois de plus, quand on regarde ce qu'elle fait réellement, c'est déjà réalisé. C'est aussi ce qui explique l'assez faible réaction des marchés, au moins dans un premier temps, c'est de dire, en fait, le léger changement de ton ne fait que confirmer ce qu'on a vu. Pas nécessairement ce qu'on déclare dans les enquêtes, par exemple, du fonds de Bank of America, mais ce qu'on a vu. Ce qu'on avait déjà identifié. Voilà. Donc, en fait, on avait déjà identifié que la Fed changeait un peu de stratégie. Quand effectivement derrière, on a plusieurs
membres qui en remettent une couche à chaque fois. On se dit, bon, ok, on l'a identifié, mais peut-être que ça va aller plus vite que ce qu'on pense. Peut-être qu'effectivement, le tapering va aller plus rapidement, et donc on essaie de chercher des critères. Et là, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ces critères-là vont être des critères très data dependent, comme à l'époque de Janet Yellen, où on disait, bah voilà, en gros, il y a une donnée, et cette donnée déclenche automatiquement, et on a l'impression que la Fed veut absolument se garder de la flexibilité pour décider réellement, pour surtout ne pas casser la reprise. Et donc pour laisser, je vais synthétiser la chose en la caricaturant, mais pour laisser le pouvoir politique agir en continuant sa reflation, sans être réellement à la manœuvre, en essayant juste d'accompagner, mais en disant, ne comptez pas sur nous pour aller toujours plus loin si le pouvoir politique ne le veut plus. C'est un peu moi je trouve que c'est un peu le message, c'est-à-dire on laisse la main au budgétaire, on laisse la main au fiscal, on accompagnera le fiscal, mais on n'est plus désormais dans le driving seat en termes de politique. Et donc avec un discours qui n'est pas un point de départ, mais un point d'accélération en fait. Exactement. C'est ce que vous aviez identifié également Gustavo Orenstein. Je crois que d'abord l'histoire du tapering est là depuis le début. Et ça a toujours été le joker de la Fed pour répondre à la question de « j'ai peur de l'inflation ». Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, s'il y a bien quelque chose qui a fait un peu pchit, c'est précisément cette énorme peur de l'inflation qui a un peu disparu. Il y a quand même des commentateurs, mais dans les marchés financiers, ça semble pas être une énorme peur. Hein. Oui, alors même qu'on nous parle d'une inflation transitoire qui dure quand même. Certes, elle est transitoire, mais on sent qu'à chaque fois, chaque nouvelle prise de parole de la Fed, on sent que le transitoire dure encore un petit peu plus longtemps. Ah, mais les break-even baissent, on les a plus. Les break-even baissent, accompagnent la baisse des matières premières, pour d'autres raisons aussi, la Chine et autres. Mais bon, l'ensemble des messages qu'on voit dans le marché financier, c'est que l'histoire de l'inflation fait moins peur. Ça fera peut-être peur plus tard, mais en tout cas, maintenant, ça fait moins peur. Et ça, la Fed avait ce joker, c'était vous avez peur de l'inflation ? Attends, il y a le tapering. Vous en faites pas, on va évidemment pas faire n'importe quoi, etc. Mais quand même, on continue avec la réflation. Et réflation veut dire réancrer l'inflation, en tout cas les anticipations d'inflation, à un niveau plus élevé. Et ça, elle doit le maintenir. Et c'est cet équilibre. Bien sûr qu'il ne faut pas n'importe quoi et que si les gens ont peur de l'inflation, on va réagir, mais le but principal, c'est bien la réflation. Et ça dépend du marché du travail. Pour l'obtenir, la Fed, son seul instrument clair, c'est d'essayer de faire une politique qui va faire créer le plus possible d'emplois, de manière à ce qu'effectivement, on obtienne ce niveau d'inflation anticipé suffisant. Et c'est cet équilibre entre les deux. J'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt une mission réussie. Mais on a eu un peu peur parce que si la main de la Fed se met à trembler, évidemment, tous les investisseurs tremblent encore plus. Et donc là, la main de la Fed se met à trembler. Est-ce que la réunion a laissé un peu un doute quand même. Oui, ça a créé un peu de doute. Mais donc c'est un doute maîtrisé ou c'est un doute sincère? Non, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt clarifié et que on est quand même effectivement dans quelque chose qui devait arriver. C'était une évidence, mais il l'avait dit, c'était pas une surprise. On savait bien que simplement au bout d'un moment. Oui, on avait commencé à s'habituer. Je pense qu'il va bientôt parler de ce qu'il pense qu'on va. Bon, c'était à la limite. Et en plus, c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que les marchés sont toujours extrêmement stressés des événements qui ne sont jamais arrivés. On a déjà vécu un tapering. Et donc à partir du moment où les marchés se disent OK, on voit à peu près, c'est un peu en fait, ils ont tiré les leçons du taper tantrum 2013-2014, donc on voit très bien, c'est pas ce qui va se passer, et donc on sait faire. Et donc la question c'est, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour surprendre? Et aujourd'hui, on a l'impression que toute la communication des marchés justement, c'est de dire, on ne vous surprendra pas. Vous savez ce qui va se passer, ça va être tout en douceur. La question vraiment, je pense que la peur quasiment reptilienne des marchés, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu? Oui, bien sûr. Que ce soit par exemple en termes de ralentissement économique, que ce soit par exemple en termes de déséquilibre macro-financier, des choses effectivement qu'on n'a pas vues, que la Fed voit et que nous on ne voit pas, et qui n'est pas la répétition de quelque chose qu'on a déjà connu. À partir du moment où on a déjà connu quelque chose, en Europe, par exemple, on a déjà connu les taux italiens à 6%. Connaître une légère tension des taux, c'est pas un problème. Oui, mais voilà. Et ça, c'est vraiment la question. On pourrait avoir une lecture plus binaire et se dire, finalement, comme la Fed ne parle pas de tapering, pour l'instant, finalement, les marchés réagissent calmement, mais le jour où elle en parlera, on pourrait effectivement, puisque c'est le risque, c'est en tout cas la crainte de la Fed de faire face à un taper tantrum. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, en fait, globalement, comme le tapering est déjà plus ou moins anticipé, c'est même plus un sujet. C'est une vision que vous partagez, Alexandre Baradez? Oui, c'est vrai que la Fed,
peut-être que le risque il est là, c'est que la Fed a tellement prévenu, a tellement dit, on vous préviendra très en amont de tout changement de politique monétaire, que le marché se dit, bon, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de gros messages, à part au mois de juin, on commence à amener ça sur le terrain. Donc on en revient quand même sur le message. À quel moment le message passera que on réduit le soutien à l'économie. Voilà. Et c'est vrai que le marché, comme Wilfried le dit, a déjà vécu un tapering. Le tapering à l'époque, entre le sommet de 2015, qui est déjà l'année où les taux ont été relevés, donc finalement le taper tantrum, il est plutôt arrivé 2013-2014 en fait. Et quand on regarde, les marchés ont encore continué à progresser après le taper tantrum, et c'est vraiment 2015, il y a commencé après le stress sur les émergents, les matières premières qui ont commencé à chuter, mais finalement entre le sommet de 2015 et les points de retracement, on avait 10-15%. Donc le marché se dit, bon, effectivement, on a vécu un taper tantrum, 10-15% c'est gérable, puis ça repart derrière. Et là, comme le marché se dit, on a déjà vécu ça, on n'a pas eu 10-15, on a vu ça repartir, on a l'impression que personne ne veut lâcher, c'est même 10% parce que tout le monde se dit, ça va déjà repartir. Dès qu'on fait 3, paf. Voilà, il me semble que le risque il est là, c'est que justement le marché se dit, on a des ceintures de sécurité partout, on a des airbags partout, et qu'effectivement, il y a une espèce d'événement, pas dramatique, mais qui puisse à un moment donné surprendre. Et je me demande si effectivement, c'est pas l'emploi, parce que Jérôme Powell, dire dans le Congrès par exemple, il expliquait que les questions d'emploi, vous avez aussi des départs, des gens qui sont partis, qui ont quitté le marché du travail, mais pour de bon, départ à la retraite en fait, qui ont profité de ça pour partir à la retraite. Bien sûr, oui. Et qu'en gros, il y avait donc ce sentiment que certains, ils voulaient également être certains, il a dit que il allait vouloir découvrir, plutôt c'est ce terme, découvrir si les questions d'indemnité, c'était bien ça qui freinait aussi, ou qui participait à freiner le retour à l'emploi, par exemple. Donc, ça donne les questions d'indemnité, notamment dans les États démocrates, qui fait que finalement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas incités aujourd'hui à reprendre le chemin du travail. C'est ça, mais donc du coup, ça nous donne une vision, je trouve, ça renforce le sentiment que le chiffre JOLTS, donc cette mesure très large de l'emploi vacant, en quelque sorte aux États-Unis, entre ceux qui quittent leur job volontairement parce qu'ils savent qu'il faut faire un jump au niveau du salaire, parce que le marché du travail est suffisamment dynamique, ceux qui partent à la retraite, et puis ceux qui ne se pressent pas de revenir, eh bien on voit encore une fois dans les enquêtes que, et c'est encore le cas aujourd'hui, l'enquête PMI, donc via IHS Markit, secteur manufacturier, ils vous disent on a du mal à recruter de la main-d'œuvre, et nos prix qui grimpent derrière parce que les matières premières grimpent, on les répercute actuellement sur nos clients. Donc là, vous avez tout ce que la Fed voulait voir, mais qu'on est en train de voir, en fait. Donc, le moment, selon moi, de commencer, effectivement, le très en amont, c'est quoi ? C'est au moins 6 mois à l'avance qu'il faut prévenir les marchés, quoi, faire un tapering. Donc là, on est déjà au moment où le message qui est passé la semaine dernière, je ne suis pas certain que le marché l'ait bien intégré à sa juste valeur. Voilà, il semble qu'il repart tout de suite. On a vu les taux redescendre un petit peu, etc. Comme si rien s'était passé, le VIX qui retombe à 16, on a l'impression que ça y est, il est monté à 21, il est retombé directement. Oui, ça me semble un peu rapide. Voilà. Et moi, je verrais plutôt une phase plus latérale, pas dramatique, mais un peu plus latérale, un peu plus longue sur l'été, avant Jackson Hole, des marchés qui seraient un peu plus en canal comme ça, quelques temps, plutôt que de partir. Ce fameux FOMO, finalement, de peur de passer à côté de l'opportunité, et donc du coup, on reste sur les marchés quoi qu'il arrive. Quoi. Si jamais ça repart, ça repartira avec nous. Oui, et ça, encore une fois, c'est des questions de... La Fed nous dit, on n'est pas là pour la stabilité financière, il n'y a pas un troisième mandat, c'est Mester qui a dit ça, on ne va pas rajouter un troisième mandat dans la Fed que la stabilité financière, mais pour autant, on l'a bien vu à chaque fois, sur la crise Covid, et même dans les répliques un petit peu, il faut se souvenir quand Paul est intervenu sur le high yield, par exemple, sur les ETF ou autres, c'était justement des actions parce qu'il y avait un stress à un moment donné sur une poche de marché spécifique. Donc la Fed, bien sûr, a un mandat implicite de stabilité financière, et son mandat aussi, c'est que si ça monte trop vite, trop rapidement, le risque, il est comme toujours, c'est que si vous faites freiner les marchés trop fortement à un moment donné, instabilité financière qui migre sur la partie de l'économie réelle, et qui prend un risque récessif comme sur les deux crises, Internet et subprime. Donc, c'est maintenant qu'elle doit, je pense, pousser le marché à consolider un petit peu, ce qui me semble qu'elle a voulu faire. Je ne suis pas sûr que le marché ait bien reçu le message. Donc là, pour l'instant, en tout cas, on consolide. Enfin, ça fait quelques jours, hein, mais ça fait quelques jours. Mais donc, on latéralise, c'est ça. Et donc ensuite, on va voir comment ça évolue dans la durée. Première étape. Alexandre Baradez, vous avez mentionné les indices PMI. Bon, on peut en parler un petit peu, notamment en zone euro, puisque ils atteignent des nouveaux plus hauts. Donc, en tout cas, c'est un signe que la demande repart. Et automatiquement, crainte, on peut lire un peu partout, crainte sur l'inflation. Bon, l'inflation en zone euro, c'était pas tellement un sujet. Juste là, la prévision de la BCE, c'était 1,9%. On est sur un objectif de 2%. Crainte de l'inflation justifiée ou crainte finalement qu'il se passe la même chose aux États-Unis et donc on projette finalement sur l'Europe? Non, je ne pense pas qu'il y ait des craintes fondamentales sur l'Europe. C'est plus, même Lagarde l'a présenté comme ça, Christine Lagarde, qu'en gros, on agira après la Fed. En gros, c'est le déclencheur, c'est la Fed. On sait que la reprise économique en zone euro était un peu plus lente, un peu plus décalée, donc on décalera de la même manière le début des messages un peu moins accommodants. C'est moins, je pense, par rapport vraiment aux fondamentaux de la partie européenne qu'au timing de la Fed. D'ailleurs, on a vu quand la Fed s'exprimait la semaine dernière, les marchés européens ont corrigé aussi, alors qu'il n'y avait eu
aucun message de la part de la Banque centrale européenne. Et encore même, je crois, hier Christine Lagarde qui a déclaré qu'il serait prématuré de songer à maintenant. Donc, tous les messages qui sont envoyés par la BCE sont normaux, accommodants toujours, mais on sent que la partie européenne se calque un peu plus sur ce que dit la Banque centrale américaine. Gustavo Orenstein, sur la BCE, donc du coup, et sur ses craintes inflationnistes face au PMI, on est, comme nous le dit Alexandre Baradez, sur d'abord la Fed et la BCE interviendra ensuite, ou sur des situations qui sont un peu plus différentes? Je pense que les situations sont différentes. Alors, je ne dirais pas interpréter la corrélation des marchés actions comme étant un message des politiques monétaires, parce qu'ils sont très corrélés, quoi qu'il arrive. Et quelle que soit la raison pour laquelle le marché américain corrige, même une raison complètement américaine, vous pouvez être sûr que dans la même journée, les marchés européens vont se casser les figures, et avec le bêta, 2 fois plus. Et ça, quelles que soient les banques centrales, ils ne changeront rien du tout. Tout ça est un mouvement global beaucoup trop profond. Mais disons que sur les questions de politique monétaire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Fed commence à bouger, mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, les banques centrales, l'exception, c'est plutôt la BCE et la Banque du Japon, parce que toutes les autres sont en train de changer. La Banque du Canada, la Banque d'Australie, Norges Bank, même plus près de nous, et la plupart des pays émergents sont déjà en train de monter leurs taux. La République tchèque, Hongrie. Donc voilà, exactement, la Hongrie, la Russie il n'y a pas très longtemps, le Brésil, c'est déjà plusieurs hausses. Donc aujourd'hui, dans le monde, les banques centrales d'exception, bon, j'enlève la Banque nationale suisse, mais c'est la BCE et la Banque du Japon. Ce sont les 2 grandes banques qui sont plutôt en retrait et qui ont face à elles plutôt une inflation toujours trop basse. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème d'inflation. Le problème du recrutement est un problème qui limite la croissance éventuellement, mais pas vraiment une question d'inflation. En tout cas, il ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de goulet d'étranglement que ça, c'est inflationniste au sens profond du terme de l'inflation. Donc, pour le coup, l'inflation n'est pas forcément un sujet. Et sur la politique de la Banque centrale européenne, pas forcément vouée à évoluer pour le moment. Je crois que son problème, c'est l'inverse. Elle l'a dit plusieurs fois. C'est au contraire faire en sorte d'essayer le plus possible que les anticipations du resserrement éventuel aux États-Unis ne contaminent pas les marchés financiers européens. En tout cas, sur la partie obligataire. La partie action, je crois qu'elle a oublié l'idée qu'elle pouvait le faire. Mais au moins sur les taux d'intérêt, essayer de faire en sorte que la hausse des taux d'intérêt naturels qu'il y a eu aux États-Unis soit moindre en Europe, et elle a plutôt réussi. Wilfried Galland, ça va rendre l'Europe encore plus attirante, du coup, le fait que la BCE soit toujours présente et que la reprise soit en train de continuer? Des conditions financières qui sont effectivement très favorables. Je pense que la BCE a un véritable sujet sur cette problématique de l'inflation. Ce n'est pas tellement le niveau, c'est l'hétérogénéité et la fragmentation au sein des pays membres. Au sein de la zone euro. Et en fait, quand on regarde les différents pays membres, les indicateurs d'inflation sont très très différents. L'Allemagne commence à avoir un véritable sujet. Bien sûr, et quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, ça commence à titiller quand même sérieusement les autorités monétaires et budgétaires en Allemagne. En revanche, on n'a pas de sujet du tout en France, par exemple. On en a un petit peu en Grèce, on n'en a pas du tout encore au Portugal. Donc, le véritable sujet de la BCE, comme d'habitude, c'est quel est le plus petit dénominateur commun. Et donc, la BCE a un cap qui est très très net depuis les années Draghi, c'est l'euro avant les traités. Et donc, pour éviter toute fragmentation, pour éviter que la question se pose mais finalement, est-ce que cette zone monétaire unique, est-ce que cette construction, elle est véritablement pérenne? Chose qu'il y a quand même, il y a quand même toujours une espèce d'interrogation sous-jacente dans les marchés qui sont quand même dominés par nos amis américains et anglais. Bien sûr. Pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la fin? Et donc, la BCE fait très très attention de surtout maintenir des conditions qui soient favorables pour tous, finalement. Donc, qui soient le plus adaptées à celui qui en a le plus besoin. Donc en fait, elle va regarder la France, elle va regarder l'Italie, elle va regarder éventuellement l'Espagne. Si c'est trop favorable, aujourd'hui clairement la politique elle est trop favorable, par exemple pour l'Allemagne, très très clairement. Mais c'est pas le sujet. Pour eux, c'est pas le sujet. Et donc toute la communication de la Banque centrale européenne est axée sur le fait de ne vous inquiétez pas, je suis là pour garantir l'homogénéité. On se souvient du petit problème de communication de Christine Lagarde lors une de ses premières conférences de presse, où elle avait dit, vous savez, moi je ne suis pas là pour réduire les spreads. Alors là, tout le monde était parti en vrille. Il avait fallu toutes les interventions des Doug Windows de la Terre pour dire, non, en fait, ce qu'on a voulu dire, c'est que c'était très important et que c'est véritablement notre rôle. Donc là, je pense que le sujet inflationniste, il est véritablement mis sous le tapis en disant, en gros, les pays les plus fragiles, leur problématique, c'est surtout de consolider la reprise. Ceux qui s'en sortent le mieux,
eh ben, écoutez, ils vont faire avec des conditions encore plus favorables. Et effectivement, ce sera favorable pour... voilà, on va avoir cette espèce d'économie peut-être allemande sous haute pression. On le voit avec les PMI. L'économie allemande, elle est véritablement sous haute pression. Les Allemands vont devoir l'absorber. Tant qu'ils sont encore en campagne électorale, ça se passera bien. À partir du moment où ils auront un nouveau cap et un nouveau cap budgétaire, et on sent que le cap budgétaire allemand, il commence à être... Mais on peut en parler, on peut en parler, effectivement. Ça va changer un peu, ouais. Donc les élections allemandes sont à regarder de près aujourd'hui quand on veut suivre les marchés financiers. Parce que bon... Pour une fois, en général, on s'embête comme des rats morts en regardant les élections allemandes. Pour une fois, il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est cette politique peut-être un peu plus orthodoxe du CDU Exactement. C'est ça. Et peut-être à mettre en regard quand même avec... ils sont devant les Verts, mais les Verts sont très présents et donc peut-être un impact sur la politique à venir en Allemagne. Clairement, c'est la fin des années Merkel. Merkel, c'est 16 ans de stabilité, de barycentre européen, où à chaque fois qu'elle a eu à choisir entre l'intérêt pur de son pays et l'intérêt de la zone euro, elle a basculé vers l'intérêt de la zone euro, que ce soit sur la Grèce, que ce soit sur l'Italie, que ce soit après sur la pandémie, que ce soit sur le plan de relance européen. Elle a fait ce choix, elle a fait un peu cette espèce de pari pascalien en disant, voilà, je fais ce pas en avant, cet acte de foi. En tant que fille de pasteur, je pense que c'est particulièrement adapté. Et je suis conscient de mes responsabilités pour garantir l'unité de l'Europe. Je pense que la génération qui arrive n'a pas aujourd'hui, peut-être encore, cet angle et cet axe extrêmement clair. Et donc, il va falloir voir, même si Armin Laschet est considéré comme étant son héritier au sein de la CDU, les propos qu'il a eus sont des propos qui sont aujourd'hui beaucoup plus durs en termes budgétaires que celles qu'Angela Merkel a pu avoir. Donc attention, une fois que les élections seront passées, en fonction de la coalition qui sera mise en place, effectivement, on pourrait avoir des équilibres européens qui changeront un peu. Je rappelle qu'en octobre-novembre, nous, on sera à peu près à 6 mois de notre élection présidentielle, qui se déroulera finalement dans la première partie du mois d'avril, on l'a appris aujourd'hui. Et ça va probablement impliquer beaucoup de volatilité aussi sur les marchés, sur les taux. Les élections françaises, ça intéresse toujours énormément les marchés financiers, parce que c'est là où, en fait, on se dit, est-ce que les Français ne vont pas renverser la table? Bon, la dernière fois, ça s'est bien passé. Et donc, il va falloir attendre les élections allemandes pour dire, est-ce qu'on va s'ancrer? Et si on ne s'ancre pas, après, on s'intéressera, comme d'habitude, à la Constitution et à comment est-ce que tout ceci va se dérouler dans notre monde. Bon, et on note également en ce qui concerne l'Allemagne que, en tout cas, le CDU, dans le programme qu'ils ont publié lundi, il y avait aussi quelques mots pour une stratégie européenne, et notamment sur la réintroduction des règles budgétaires du pacte de stabilité. C'est fini, c'est la coulée douce à Paris. Exactement. Voilà. 3% du déficit, 3% du PIB pour le déficit et 60% du PIB en ce qui concerne la dette. Ils en sont d'ailleurs pas très loin, les Allemands. Bon, la France, on en est un petit peu au-dessus, légèrement. Alexandre Baradez, du coup, c'est le suivi de ces élections fédérales allemandes et des élections présidentielles à plus long terme. Pour les régionales en France, effectivement, on regarde ça, mais on s'intéressera surtout aux présidentielles. C'est quelque chose qu'il faut regarder de près là, à partir de maintenant pour, entre guillemets, vous nous disiez qu'on allait être dans un range pour cet été, et puis ensuite, du coup, il va falloir suivre ça de près à partir de la rentrée. Oui, je pense quand même que il faut le surveiller comme le reste, mais le message, me semble-t-il, envoyé par plus globalement les marchés européens, c'est au contraire un message de reprise d'une dynamique plutôt pérenne, plutôt moyen terme, et que effectivement les événements politiques comme ça peuvent avoir des impacts court terme, donc un peu plus volatiles si à un moment donné il y a des surprises ou autres, mais vous avez des patterns sur les gros indices européens. On pourrait dire, oui, il y a l'Allemagne qui a cette incertitude-là, mais de côté, vous avez la certitude italienne maintenant, la stabilité italienne, bien sûr, aux commandes, des réformes à venir, le plan de relance qui a largement bénéficié à l'Italie, et il faut regarder des indices comme le MIB italien, on en a déjà parlé, mais qui a marqué des gros bottoms, des gros supports, donc toutes les grosses crises systémiques qui ont été traversées, crise de la dette, crise des subprimes ou autres, et vous avez une figure en fait, où on ressort d'un énorme creux très long terme, et ça se passe au moment où justement l'Italie, où la visibilité est meilleure. Je ne dis pas que ça va être une croissance débridée complètement dingue, mais où la perception des investisseurs d'Italie et de l'Europe en général a un petit peu changé, et ça, il me semble que c'est des choses impulsées, pas pour les 6 mois qui viennent, même si une partie dans les prix, le plan de relance ou autre, il me semble que c'est une impulsion qui va être pérenne, et effectivement les taux vont rester encore assez bas quelques temps. Je pense qu'on a acheté le bottom sur les taux européens, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont remonter en moyenne à 2%, ils vont rester encore bas, et il va falloir que la BCE pilote tout ça, mais ça reste très favorable. Vous prenez des indices comme l'Eurostock 50, par exemple, qui est certes un échantillon, mais quand même assez représentatif. Il a passé 5 ans dans un range, en quelque sorte, l'Eurostock 50, il en sort par le haut. Donc, il me semble que le risque que nous avons actuellement par ces sujets-là, c'est que la grosse sortie de ces zones de range génère des pullbacks, en fait.
qu'on se rappuie sur des zones un petit peu support. Donc au pire, c'est une consolidation. On retrace de 10%, voilà, c'est après les marges que je donne pour le risque correctif, mais qu'on ne dépassera pas ce risque-là. Alors c'est sûr que pour un trader, quelqu'un qui travaille à court terme, c'est beaucoup, mais pour un investisseur qui se dit est-ce que là, tout est épuisé en termes de potentiel pour l'Europe ou autre, moi j'ai plutôt le sentiment que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse poussée initiale qui peut nécessiter de se poser un petit peu et de ranger sur 10%, mais que derrière, le potentiel, même pour le CAC ou autre, il est bien supérieur. Je pense que le DAX, il peut aller chercher des 10 000 C'est un discours points que vous tenez depuis un bout de temps. Je me souviens que sur ce plateau, vous aviez dit effectivement que le CAC pouvait aller jusqu'à quoi, 6008 ou 6000 Oui, déjà les 6000 à l'époque, c'était déjà un objectif. Oui, c'est ça. Et même, je pense même que le niveau du CAC, c'est le sommet de 2000 hors dividende. Mais même pour le DAX, qui est déjà sur les niveaux records, dividendes inclus, je pense que c'est les niveaux, sur l'horizon de 2-3 ans, qu'il faut viser, c'est les niveaux 18-19 000 points. Donc aujourd'hui, ça peut paraître beaucoup, mais vous lissez ça sur 2-3 ans et avec tout ce qui a été injecté en quelque sorte dans l'économie, ça va pas être drainé, ça va pas être retiré du jour au lendemain. Donc oui, il faudra de la consolidation. D'ailleurs, juste faire parenthèse, après j'arrêterai là-dessus, mais ce qui peut faire que la BCE à un moment donné dise on change un petit peu, il y a eu peut-être un aperçu hier par Elizabeth McCall, qui n'est pas membre du Conseil des gouverneurs, mais qui s'occupe de la supervision bancaire notamment. Et elle a eu des messages, clairement, sur le marché, elle a dit il y a des poches survalorisées sur certaines poches des marchés actions qui sont survalorisées, il y a des effets de levier, elle a parlé un peu plus du crédit ou autre, et donc on sent que cette question, en fait, là aussi, de l'aspect financier pur, c'est peut-être ça qui peut faire un peu bouger les lignes de la BCE, mais toujours en assurant les gros équilibres. Donc, pas évidemment un discours hawkish qui va faire que les taux vont flamber, mais c'est peut-être sous ce prisme-là de la stabilité financière et de certaines valorisations qu'elle peut pousser un peu à la consolidation. Mais au-delà de ça, ça ne paraît pas être un gros risque de retournement cyclique pour les marchés. Il semble plutôt qu'on démarre un nouveau cycle, donc c'est plutôt tranquillisant pour les 2-3 ans à venir, je trouve. Gustavo Orenstein, sur ces marchés européens, du coup, donc là on a parlé des élections donc en Allemagne et en France. On peut également rappeler que le plan de relance, ça y est, là concrètement, on est dedans. Alors en France, c'est aujourd'hui qu'on en discute, mais bon, le doute est assez faible. Le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Ursula von der Leyen a fait le tour un petit peu des pays pour approuver officiellement les plans de relance. Du coup, sur la situation des marchés européens à venir dans ce contexte. Je crois que, évidemment, on a beaucoup parlé de la politique monétaire, là on parle de la politique budgétaire, et ça c'est un exemple de politique budgétaire, voilà, une impulsion qui arrive. Il y a énormément de questions sur ce plan, évidemment, sur la vitesse d'absorption des fonds, ça c'est toujours une question habituelle, également sur l'additionnalité, est-ce que les dépenses qui vont être financées, est-ce qu'elles n'auraient pas été financées de toute façon Bon, il y a plein de questions, mais je dirais que l'essentiel des débats entre économistes, c'est plutôt l'effet multiplicateur, jusqu'à quel point ça va alimenter la croissance, et là c'est plutôt, enfin la littérature en général est plutôt positive là-dessus. Lorsqu'on est dans une situation où la demande est plutôt déprimée, et elle est quand même plutôt déprimée, effectivement, l'effet de la réouverture est un peu impressionnant, parce que quand on réouvre, ça réouvre. Mais bon, au-delà de ça, la demande est quand même plutôt déprimée en moyenne en Europe, alors d'autant plus si les Allemands se mettent à resserrer le budget, et je rappelle que les Allemands ont augmenté la TVA en début d'année, ils l'avaient baissé l'année dernière, ils l'ont remonté. Bien sûr. Voilà un choc qui a eu un effet sur les prix par ailleurs en Allemagne. Mais bon, en tout cas, il y a cet effet-là, cet effet multiplicateur. Donc la demande est déprimée, c'est donc plutôt favorable pour des multiplicateurs élevés, et les taux d'intérêt sont négatifs. Alors c'est aussi très positif, évidemment. Donc on a plutôt des espoirs que l'effet multiplicateur soit positif, et que ce plan ait plutôt des effets positifs sur la croissance. Wilfried Galland, sur cette question du plan, mais également sur une vision un peu plus long terme sur les marchés financiers. Alors déjà, effectivement, je partage tout à fait ce qu'a dit Gustavo, d'autant plus je crois que cet après-midi, le plan a été validé, le plan français a été validé par la Commission, donc ça, effectivement, c'est un point très positif. Je pense que ce qu'il faut suivre également, on a beaucoup parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe, c'est qu'est-ce qui va se passer en Chine. Et la dernière fois qu'on avait échangé sur ce plateau, je vous avais dit que j'étais un peu inquiet parce que les indicateurs de crédit chinois en particulier se retournaient de façon assez nette, et on avait une diminution très rapide de ce qu'on appelle le credit impulse et le total social financing en Chine, donc la totalité du financement chinois. Bien sûr. Et en fait, il y a une étude intéressante d'Exane qui est parue hier, et qui a attiré l'attention sur le fait que c'était effectivement inquiétant d'un point de vue brut, des chiffres bruts de volume de crédit. En revanche, la baisse correspondait largement à des remboursements de crédit qui avaient été passés au moment de la pandémie par sécurité, mais qu'en termes de crédit net, le Credit Impulse chinois net était plutôt, là aussi, dans une phase de latéralisation. Donc on n'est pas sur un recul des crédits à cause de cette régulation. Voilà. Et donc, vu effectivement sur un plan d'impulsion nette,
on n'est pas du tout sur une injection de crédit et donc sur une relance chinoise, mais on est sur une stabilisation. Et là, je pense qu'il va falloir effectivement suivre ça parce que c'est un des éléments qui fait que, par exemple, on a le moteur manufacturier, en particulier européen, on l'a vu avec les PMI allemands aujourd'hui, qui tournent effectivement totalement à plein régime. Si ça venait à caler, parce que non seulement le crédit brut, mais aussi le crédit net venait à baisser, alors on aurait véritablement un sujet, y compris sur les marchés. Sur les marchés, tant qu'on a cette espèce de nouvel équilibre, alors je n'avais pas appelé ça de nouveau scénario boucle d'or, mais enfin, il pourrait se mettre en place, hein, c'est-à-dire en fait avec une inflation relativement faible, des conditions de financement toujours très favorables via les banques centrales, une augmentation toujours de l'activité très, très dynamique, bien sûr, et des entreprises qui arrivent à profiter de tout ça, ben on peut effectivement, je rejoins totalement ce qu'a dit Alexandre, on peut avoir une nouvelle phase de hausse sur les marchés. Si on n'a pas de choc externe, le scénario, il est en train de se mettre en place. Et donc, si on continue dans cette voie-là, effectivement, on pourra avoir finalement, pourquoi pas, un été tout à fait correct. En attendant le fameux séminaire de Banque Centrale que bien tout le sûr, monde attend ouais. quand on est financier à Jackson Hole. Personne ne prend ses vacances pendant le séminaire de Jackson Hole. Alors, vous avez évoqué la situation chinoise de Wilfried Galland. On peut rapidement en parler, peut-être avec vous, Alexandre Baradez. Sur le front des matières premières, on en a parlé également. La Chine a été obligée d'intervenir, ou en tout cas a souhaité intervenir pour limiter le prix des matières premières et la flambée des prix, notamment en ce qui concerne l'aluminium, le cuivre ou le zinc. D'un côté, elle a imposé un contrôle du prix et de l'autre, elle a ouvert des réserves. Pourquoi ? Parce que en fait, la Chine est partie trop fort, trop vite, et du coup, là, il faut agir pour éviter que les prix de production flambent. Oui, c'est vraiment les effets d'embouteillage mondial. La Chine s'est repassée la première et attendait finalement les commandes du reste du monde quand le reste du monde allait réouvrir. Et c'était le cas, les États-Unis d'abord puissamment, puis l'Europe ensuite. Donc, vrai effet d'embouteillage sur la demande mondiale. Et donc, c'est obligé de relâcher une partie des stocks stratégiques, des stocks nationaux, cuivre, zinc, c'était les annonces cette semaine, sur des montants, enfin des volumes assez conséquents pour le début du mois de juillet. Après, c'est vrai que sur le front des matières premières, sur les métaux industriels, il y avait déjà quand même un repli. Si on regarde le cuivre, par exemple, des métaux qu'on peut qualifier aussi un peu d'industriels maintenant, comme l'argent aussi, il y avait déjà des retracements, en fait, déjà 10% de correction. D'autres matières premières beaucoup plus fortement, comme le bois ou autre. Finalement, la seule qui aujourd'hui, mais qui n'est pas la moindre, qui fait que les indices de prix de matières premières ne retombent pas plus lourdement, c'est l'énergie, c'est le pétrole. C'est le pétrole, oui, qui lui est à 76, en tout cas au début de l'émission, était à 76 $. Pourquoi c'est important ? Parce que les chiffres d'inflation aux États-Unis les derniers nous ont montré que plus de la moitié de l'inflation américaine au mois de mai venait de l'essence. Et donc, on se dit, est-ce qu'il n'y aura pas une surprise qui viendra de quelque part ? Pour l'instant, la surprise, elle peut venir du pétrole, parce que tant qu'il ne retombe pas, tant qu'il ne participe pas à ce mouvement un peu global, où d'autres matières premières, d'autres commodities agricoles aussi ont commencé à refluer un petit peu, eh bien, alors, où est-ce que c'est le dernier mouvement de la vague qui va commencer à se replier ? C'est possible à un moment donné, mais pour l'instant, l'énergie fait de la résistance et sa contribution à l'inflation est bien là. Donc la Chine fait ça, mais tant que ça ne bouge pas trop sur la partie énergie, sur les indices et sur l'influence sur les prix et l'inflation des matières premières par rapport à l'inflation, c'est quand même plutôt le pétrole qu'il faut regarder. Et de ce côté-là, pour l'instant, encore une fois, on le voit même aujourd'hui après les stocks US ou autres, on a même battu des nouveaux plus hauts depuis octobre 2018, je crois. Donc et vous regardez d'ailleurs les indices de matières premières, je ne vais pas faire trop long, les indices de matières premières au niveau mondial, vous regardez la synthèse de toutes ces matières premières, on est juste revenu sur le niveau de 2015. Regardez une courbe très dézoomée sur 20 ou 30 ans, vous verrez où les indices de matières premières sont montés en 2007, 2008, etc. On est sur des niveaux bien supérieurs. Donc, penser qu'on est arrivé au pic de matières premières et qu'on va retomber durablement ou autre, ça me semble être illusoire. Au mieux, ça va consolider. Mais je pense j'aime pas le mot super cycle, mais le mot cycle de matières premières, il semble qu'il s'est réenclenché. Il peut consolider, mais je ne pense pas pour retomber. C'est pour continuer derrière. Donc, beaucoup de consolidation finalement dans cette émission, quels que soient les actifs. Latéralisation, exactement. Ce sera le mot de cette émission. Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs chez Dorval Asset Management. Et merci Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et merci à vous. Restez avec nous. On enchaîne tout de suite avec Marché à thème.